Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire consacré à l'instabilité de la cheville, sujet de plus en plus en vogue actuellement. On en parle beaucoup, effectivement. Et on en parle beaucoup parce que, bien évidemment, c'est la première pathologie traumatique au monde. On parlait de 6500 entorses par jour jusqu'à maintenant. Les derniers congrès sont plutôt sur des chiffres encore plus importants, de l'ordre de 10 à 12 000 entorses par jour, puisque 6500 étaient uniquement les entorses qui étaient répertoriées. Et puis également parce que les techniques évoluent rapidement, poussées par les recherches scientifiques et les connaissances dans ce domaine, qui nous amènent à faire bouger considérablement les techniques et l'approche qu'on pouvait en avoir. Alors, en ce qui concerne mes propos ce soir, ça sera d'essayer de vous donner quelques éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer dans le cadre des bilans et dans le cadre de la prise en charge thérapeutique. Les choses bougent très régulièrement et elles bougent avec les recommandations des sociétés savantes internationales qui font régulièrement un point sur l'état de l'art, sur le niveau de connaissance scientifique, ce qui veut dire que les choses qui étaient quasi une certitude hier deviennent un petit peu moins sûres aujourd'hui, mais on a quand même des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, donc je vais essayer de vous les transmettre. La première chose, c'est cette première entorse. Cette première entorse, eh bien, tout se joue à ce niveau-là pratiquement, et c'est dès cette phase qu'il faut être vraiment très très vigilant et très sérieux dans la prise en charge de ces entorses, sérieux pour le patient et puis sérieux pour l'équipe médicale qui va s'en occuper. Donc, dans un premier temps, il faut effectivement éliminer les lésions associées. Ça, c'est surtout le travail des urgences qui font bien leur travail et surtout dans un cadre plutôt d'encombrement très important, comme vous le connaissez actuellement. Ce qui est également essentiel, c'est lorsque l'on est en présence d'un grade 3, c'est-à-dire une rupture ligamentaire totale, eh bien, ne pas discuter sur l'immobilisation stricte. Ne pas immobiliser une rupture totale vient faire courir des dangers importants à la stabilité ligamentaire secondairement. Et ensuite, lorsqu'on n'a pas de lésion associée, eh bien, dans tous les cas, il faut faire rentrer en jeu la rééducation et faire une rééducation qui soit le plus précoce possible. Voilà la première chose sur laquelle tout le monde est d'accord et sur laquelle il ne faut pas déroger. La deuxième, il faut avoir très présent à l'esprit, c'est que l'instabilité chronique avérée, c'est-à-dire la récidive et puis la redondance des entorses chez un patient, eh bien, n'est pas du domaine simplement d'une prise en charge ou d'une rééducation un peu plus longue. Elle est surtout liée à une prise en charge multifactorielle et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Excusez-moi, c'est pas très grave. Alors le premier point, c'est ce qui nous a été donné en octobre 2020 à Amsterdam avec le congrès de l'International Ankle Consortium qui nous a permis d'y voir un peu plus clair, enfin, si je peux dire, puisqu'on voit que c'est très complexe, mais ce qui nous a permis d'avoir un chemin qui nous permet de pouvoir lister et surtout passer en revue les différents paramètres qui interviennent dans cette instabilité de cheville. Donc vous avez ce schéma qui a été communiqué et publié par Jay Hertel, le fameux chercheur américain dans le domaine de l'instabilité de la cheville. Et il a tout à fait démontré tout ce qui est important à retenir dans le cadre de cette pathologie qui commence par une entorse de la cheville et qui va évoluer malheureusement vers une instabilité si les choses n'ont pas été prises en charge correctement dès le début. Et en gros, on pourra en discuter tout à l'heure, vous pourrez également avoir la publication puisque je l'ai transmise aux organisateurs et ils le tiennent à votre disposition. En gros, nous avons des éléments qui sont des éléments patho-mécaniques en quelque sorte et fonctionnels, et que ces éléments vont en permanence être imbriqués les uns les autres, communiquer, se complémenter ou
augmenter de façon potentielle les uns les autres dans le cadre de la boucle perception et action, qu'on appelle la boucle sensorimotrice. Et vous verrez ensuite, avec l'intervention de David Touré, vous verrez que tout ça est dans le cadre du pilote qui est le système central et qui va avoir un jeu important, d'une part dans le contrôle moteur, mais surtout dans ce qu'on appelle les neurosignatures, c'est-à-dire la capacité à installer des compensations, à installer des moyens de contourner un petit peu le problème et entretenir une instabilité qui est l'instabilité soit mécanique, soit fonctionnelle. Alors, je reviens également sur cet aspect, toujours JRTEL, qui en 2002 avait très bien déterminé la problématique, avec des instabilités qui sont d'ordre mécanique, pur et dur, des lésions ligamentaires, des problèmes ostéochondrales et d'autres éléments, et puis des éléments qui sont purement fonctionnels, qui relèvent de la proprioception, de la force musculaire, et d'autres éléments qui vont intervenir pour pouvoir entretenir, voire aggraver cette instabilité. Puis au milieu, eh bien, il y a une intersection, et cette intersection qui est un peu plus importante que ce qu'on peut voir sur le schéma, une intersection où eh bien, les acteurs chirurgicaux et physiothérapeutes devront travailler main dans la main pour venir soigner et améliorer considérablement cette problématique d'instabilité. Je voudrais faire quand même un petit souligner un élément qui est en train d'émerger progressivement, c'est le rôle du kinésithérapeute dans le cadre de cette instabilité chronique de la cheville. C'est sa possibilité d'occuper en quelque sorte une position de plateforme d'orientation. Plateforme d'orientation, tout d'abord parce que les tutelles ministérielles souhaitent pouvoir éventuellement mettre en place un accès direct à la kinésithérapie pour les entorses de cheville, parce qu'ils considèrent à juste titre maintenant que les compétences kinésithérapiques le permettent, mais également, et vous le savez tous, pour essayer de désengorger les urgences, puisque si on a 10 000 entorses par jour qui viennent dans les services d'urgence qui sont déjà considérablement occupés à des pathologies qui sont somme toute plus graves, eh bien, c'est un moyen très intéressant pour pouvoir un petit peu fluidifier cette arrivée massive dans les urgences. Ensuite, la deuxième chose, c'est la capacité aux kinésithérapeutes de pouvoir assez rapidement, et on le verra tout à l'heure, par un bilan précis, un bilan scientifique, un bilan objectif, pouvoir orienter, si c'est nécessaire, rapidement le patient vers une prise en charge, imagerie plus éventuellement consultation chirurgicale, lorsque l'instabilité s'avère de toute évidence d'origine mécanique. Et puis ensuite, c'est pouvoir très rapidement évaluer les déficits fonctionnels et les rééduquer lorsqu'on est en face d'une instabilité d'origine fonctionnelle. Alors, pour revoir un petit peu les éléments physiologiques, donc cette boucle sensorimotrice, des éléments qui vont donner des informations au système nerveux central, c'est des éléments afférents, on va dire la proprioception, les afférences proprioceptives, mais qui sont également sensorielles. Et puis, l'élément moteur, la réponse musculaire pour pouvoir venir gainer et protéger cette articulation de la cheville. Et tout ça dans le cadre d'une cohérence sensorimotrice, c'est-à-dire que la gestuelle, la locomotion, la fonction doit être commandée en permanence par un dialogue, un échange entre ces deux éléments. Qu'est-ce que l'on sait des déficits fonctionnels? Là, on rentre dans le cadre, vous l'avez compris, de l'instabilité d'origine fonctionnelle, hein, c'est ce dont est chargé le kinésithérapeute. Eh bien, on sait qu'on a des éléments qui ont des origines au niveau proprioceptif et sensoriel, des éléments au niveau de la force musculaire, des altérations d'activité neuromusculaire dynamique, un déficit de contrôle postural, des faiblesses musculaires, le plus connu est le déficit des stabilisateurs latérales de hanche, et puis également un élément articulaire qui est le déficit de la flexion dorsale. Donc ces éléments sont bien identifiés. Et à partir de là, eh bien, nous avons eu en 2019 la conférence de consensus qui a été faite dans le cadre
de l'International Ankle Consortium. Et en 2019, il a été indiqué une liste de 10 items qui sont indispensables à venir identifier et surtout à venir évaluer pour avoir une idée des déficits et surtout orienter secondairement notre prise en charge thérapeutique. Ces éléments, vous les avez sous les yeux. Donc, je ne vais pas vous les énumérer les uns après les autres. Mais en gros, sur ces 10 points, il y en a 7 qui ne font pas trop l'objet de discussion. Et puis, depuis 2019, eh bien, il y a 3 éléments qui sont pas des moindres, hein, la force musculaire, l'équilibre postural dynamique, on va dire, la proprioception, et puis la locomotion dans sa globalité, eh bien, qui sont des points qui évoluent très vite et sur lesquels eh bien, la discussion est ouverte et différents courants sont en train d'échanger pour voir ceux qui sont le plus pertinents, qui pourront peut-être être retenus secondairement comme des éléments standards. Alors, en ce qui concerne la déficit de proprioception, donc sur cet aspect-là, en 2019, la conférence de consensus établissait comme le test de référence le test Y-Balance Test, que vous connaissez tous, hein, c'est pas la peine que je revienne là-dessus. Et ce Y-Balance Test, eh bien, il a plusieurs qualités. D'une part, il est très accessible à la pratique clinique, hein, il est possible de le faire dans tous les cadres, dans tous les cabinets de kinésithérapie, même dans les salles de sport, sans aucun problème. Il est reproductible, il a besoin d'instrumentation particulière. Par contre, il a des limites. Il est un bon reflet de la proprioception de la jambe, mais il n'est pas spécifique à la cheville. Et en plus, il est un peu plus complexe qu'on avait pu l'imaginer au départ, puisque une publication de Brice Picot dans Main Libre en 2018 a montré qu'il était nécessaire, peut-être secondairement, de construire des tables de valeurs normatives propres à chaque population et qu'on ne peut pas mettre en quelque sorte tout le monde dans le même, je ne veux pas dire même panier, mais dans le même groupe. Ce que l'on sait également avec l'étude qui a été faite par une équipe de chercheurs français et canadiens, eh bien, c'est que pour pouvoir avoir une activation satisfaisante des capteurs de la proprioception, de la cheville, et surtout de l'arrière-pied, eh bien, il faut qu'on ait 2 points essentiels. Le premier, c'est un ancrage métatarsien, une stabilisation de la palette métatarsienne. Et puis, secondairement, à l'arrière, une mobilisation tridimensionnelle entre le talus et le calcaneus, selon l'axe de Henke, qui est l'axe physiologique de cet arrière-pied. Donc, à partir de là, une nouvelle étude a été faite également sur cette stabilisation pendant le Y-Balance Test. Et on s'aperçoit qu'en mettant un outil de déstabilisation spécifique avec une mobilisation d'arrière-pied, eh bien, on arrive à focuser l'évaluation de la proprioception sur la cheville et venir un petit peu dissocier des problématiques qui pourraient venir au niveau du genou et au niveau de l'angle. Donc voilà, en gros, sur le Y-Balance Test, il est intéressant de pouvoir venir dissocier cet arrière-pied avec un ancrage métatarsien pour, selon les résultats obtenus, pouvoir se positionner sur un problème d'origine plutôt cheville que sur d'autres articulations du membre portant. Deuxième élément, c'est la mesure de la faiblesse des éverseurs. En 2019, eh bien, avait conclu la conférence de consensus, le groupe de travail, qu'il était intéressant d'utiliser un dynamomètre, effectivement un appareil simple d'accès, hein, d'un coût particulièrement peu onéreux. Par contre, ce dynamomètre bien, pose plusieurs problèmes par rapport à la réalité de terrain et à la réalité physiopathologique. C'est qu'on a une mesure qui va être liée à la puissance que peut développer l'examinateur, pas toujours évident en fonction du sujet. Deuxième chose, c'est la situation de mesure qui est une situation isométrique, qui est certes intéressante et qu'il faut explorer, mais qui n'est pas le mode de contraction musculaire qu'on va retrouver au moment où on va se réaliser l'entorse. Et puis ensuite, c'est en décharge sur une chaîne cinétique ouverte, et on sait très bien que l'entorse se déroule avec un pied au sol et le poids du corps qui va charger l'articulation en train d'effectuer une inversion traumatique.
Donc à partir de là, eh bien, dans le dernier conférence qui s'est faite, dernier congrès qui s'est fait à Amsterdam, JRTEL dans sa communication a quand même orienté l'intérêt d'aller chercher des outils qui sont probablement plus performants pour évaluer cette force musculaire. Nous avons la référence, hein, l'appareil isocinétique, qui lui va pouvoir mesurer un couple de force. Et puis nous avons également cet outil qui vient mesurer un pic de vitesse qui est à haute vitesse angulaire et qui se rapproche fortement de ce que le sujet est en train de connaître au moment de l'inversion de sa cheville et au moment du geste, du mouvement lésionnel. Donc les deux sont des éléments qui sont plutôt orientés vers des mesures et une objectivation qui va dans le sens des bilans nécessaires. Après, eh bien, il est important de dire quand même que les investissements ne sont pas le même dans les deux cas et que nous avons quand même des capacités qui sont pour les cabinets libéraux beaucoup plus limitées en ce qui concerne les appareils isocinétiques. Ensuite, en ce qui concerne la cohérence sensorimotrice, c'est-à-dire l'examen en locomotion du sujet et la détection de compensation ou d'éléments physiopathologiques qui pourraient être perturbés, voire détournés, eh bien pour l'instant, pour l'instant 2019, il n'y avait pas d'éléments on va dire très identifiés pour pouvoir avoir une mesure ou un moyen d'identifier quelle était la problématique pendant cette locomotion. Et donc, elle reposait essentiellement sur l'œil, l'expérience de l'examinateur et du praticien pour pouvoir détecter des problèmes particuliers. Depuis quelques temps, depuis une conférence de consensus qui s'est faite en 2016 par des chirurgiens sous la direction de Christopher Pierce, hein, qui est un chirurgien de la cheville qui exerce à Singapour, eh bien, les éléments, ou du moins les esprits s'orientent vers la capacité d'aller évaluer et surtout de prendre en charge ce qu'on appelle la proactivation. C'est la capacité, lorsque le sujet a retrouvé une bonne proprioception, une force musculaire, eh bien, à pouvoir contracter sa musculature quelques millisecondes avant l'impact du talon au sol, de façon à venir gainer et protéger sa cheville au moment où la charge viendra contraindre l'articulation de la cheville. Et donc, cette proactivation, eh bien, elle a le mérite, d'une part, par une première étude qui a été faite en 2005, que j'avais fait avec Nicolas Forestier, et puis qui a été en 2014 corroborée et validée à nouveau exactement de la même façon par Donovan, qui est un collaborateur étroit de JRTEL, et qui ont pu montrer également exactement les mêmes résultats lorsque le patient s'entraîne régulièrement sur un outil déstabilisant au niveau de son arrière-pied, autour de son axe de Encke, eh bien, il va développer une contraction de 80 millisecondes avant l'impact du talon au sol, ce qui donne la garantie de pouvoir protéger la cheville au moment où le sujet sera en charge pendant sa gestuelle physique. Et ensuite, une nouvelle étude a montré, une étude qui a été faite à Dijon, en collaboration Dijon, et une chercheur parisien, a été faite sur un outil qui est un outil plus ambulatoire, qui permet également de pouvoir mettre en place cet apprentissage de contraction, proactivation, et par des exercices réguliers, de pouvoir entretenir ce mécanisme et être un bon garant de protection contre la récidive. Alors, vous avez vu des éléments qui sont des éléments purement périphériques, hein. Nous avons une force, nous avons des capteurs, nous avons une cohérence entre les deux. Et puis, nous avons également de l'autre côté, comment dire de l'autre côté, mais en association étroite, le pilote, le système nerveux central, dont David va vous parler tout à l'heure, avec d'une part son rôle physiologique et d'autre part eh bien, les petites problématiques et les petites pannes qu'il rencontre lorsqu'on est en situation traumatique après une immobilisation et après éventuellement une intervention chirurgicale. Pour résumer mes propos, ce qui est sûr,
c'est qu'en ce qui concerne la prise en charge, l'évaluation et la prise en charge rééducative de la qualité du signal proprioceptif, eh bien, il faut absolument pouvoir dissocier l'avant-pied et l'arrière-pied pendant cette évaluation et cette rééducation. Il faut être capable, dans la plupart des cas, eh bien, de mobiliser cette soutalienne en charge sur un mode tridimensionnel. Si l'autre en est en décharge, on n'aura pas une vraie vision de ce que le système informatif est capable de venir délivrer au système nerveux central. Il faut être capable également de restaurer une acuité proprioceptive. En gros, quelle est l'angulation que peut parcourir l'articulation de la cheville et l'articulation de la soutalienne pour pouvoir donner de l'information au cerveau. Et cette mobilisation angulaire, elle doit être inférieure à 2 degrés. Et c'est quelque chose qui est particulièrement fin. Et cette capacité discriminative doit être absolument évaluée et retrouvée. Et ensuite, il faut intégrer cette proprioception dans une boucle fonctionnelle de qualité avec un élément rétroactif en fonction des informations qui sont véhiculées au niveau du système nerveux central. Il faut également être capable, c'est des travaux récents qui sont menés entre autres avec Hugo Del Rabal, Brice Picot et François Fourchet, des travaux récents qui montrent qu'il y a la proprioception, mais il y a également l'élément signal sensoriel, et ce signal sensoriel réside de façon pratiquement exclusive au niveau du pied. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut être capable d'évaluer cette problématique ou non sensorielle et également pouvoir la rééduquer dans les meilleures conditions possibles. En ce qui concerne la performance musculaire, les incontournables, eh bien, il faut, ça paraît évident, mais il faut le faire, c'est cibler le groupe musculaire qui doit être renforcé. Donc il y a les fibulaires en priorité, mais il y a également très souvent le jambier postérieur qui a besoin d'être réactivé. David vous en parlera tout à l'heure, car il offre un rempart et un point pivot essentiel à l'expression des fibulaires. Il faut travailler en situation fonctionnelle, de façon à ce que le patient soit en charge avec tout le poids de son corps, voire un peu plus, pour se mettre dans les conditions de réception de saut. Il faut travailler sur toute l'amplitude articulaire, parce que si vous travaillez uniquement en isométrique, en course moyenne, vous allez développer des qualités dans ce cadre-là, mais vous n'allez pas pouvoir développer la performance en course interne ou en course externe, qui est quand même la période où le positionnement qui va correspondre à l'entorse de cheville ou à la lésion ligamentaire. Il faut absolument intégrer un travail excentrique. D'une part parce que c'est celui qui correspond à la physiopathologie, et puis parce qu'il a la qualité de pouvoir faire progresser la contraction aussi bien sur le mode excentrique que sur le mode concentré. Et il est important, ça c'est les travaux récents de Fong, qui fait partie d'ailleurs de l'International Ankle Consortium, eh bien, pouvoir déstabiliser ce pied à des vitesses angulaires qui sont très rapides, de l'ordre de 600 à 650 degrés, qui est le mouvement initial de l'inversion lorsque le patient évolue vers le risque d'une entorse de la cheville. Et donc avec tous ces éléments-là, nous sommes à votre disposition pour en parler secondairement, avec tous ces éléments-là, eh bien, on a un peu plus de chances de pouvoir identifier d'où vient la problématique. Vous savez que c'est toujours plus facile de soigner correctement lorsque l'on a compris ce qui se passe et d'où vient le problème. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vais laisser la parole à David Touré, qui lui va vous parler un peu plus en détail et avec une grande expérience dans ce domaine. D'une part, des problématiques qui se mettent en place au niveau des inhibitions motrices, et puis d'autre part, de l'étude que l'on a commencé à mettre en place tous les deux sur les entorses de la cheville et l'instabilité, de façon à avoir une vision un peu plus fine de ce qui correspond essentiellement à la problématique périphérique et ce qui doit être plutôt du domaine central. David, à toi. Ok, alors est-ce que du coup vous voyez mon écran?
Pascal? Moi, je vois pas. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose pour. Alors, attends. Oui, c'est bon, David, on le voit. Ok. Donc là, vous voyez la présentation, c'est bon? Et alors, hop, très bien. Alors du coup, je me présente, je suis David Touré, ostéopathe, et du coup, je pratique aussi une méthode qui s'appelle la méthode Aliane, une méthode de reprogrammation neuromotrice spécifique, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et je vais aborder du coup la notion d'inhibition motrice dans la prise en charge des instabilités de cheville. Cette notion d'inhibition motrice qu'on connaît un petit peu et qu'on appelle aussi AMI, Arthrogenic Muscle Inhibition. Donc, et qu'on retrouve beaucoup dans la littérature scientifique concernant surtout la sidération du quadriceps post-ligament croisé. Alors du coup, ces inhibitions motrices, on peut considérer que c'est un mécanisme adaptatif essentiel qui permet l'élimination des mouvements parasites, indispensable pour un bon ajustement de la motricité. Donc il faut savoir que ces inhibitions, c'est un phénomène qui est naturel à la base, c'est-à-dire qu'il va se mettre en place naturellement des suites soit d'une immobilisation longue, par exemple, ou d'une intervention chirurgicale, ou de blocage, par exemple, même psychologique, lié à un traumatisme récent. Et ces inhibitions, normalement, sont censées se lever naturellement, mais il y a certains cas dans lesquels elles vont pouvoir persister, et quand elles persistent, on va être confronté à certaines choses qu'on peut rencontrer assez régulièrement, finalement, dans nos cabinets. Donc ces inhibitions, elles peuvent être de deux types. On a soit quelque chose qui va ressembler à un enchaînement dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'on aura un nouveau mouvement créé qui sera adaptatif et qui sera adaptatif au manque de contraction qu'on pourra peut-être remarquer sur un muscle ou sur un groupe de muscles en fait. Donc souvent, par exemple, dans le cas de l'instabilité de cheville, on a un retard d'activation des fibulaires, par exemple, qui va aboutir à une adaptation et un schéma adaptatif et qui va pouvoir perturber finalement le pattern moteur de ce mouvement de réception. Dans le deuxième cas, on a la perturbation de la qualité de la contraction musculaire. Et à ce moment-là, c'est plutôt justement ce qu'on retrouve sur la sidération du quadriceps, où on a un déséquilibre entre l'inhibition et la contraction et l'excitation du muscle, et qui serait un mécanisme réflexe de protection, en fait, qui serait lié à un changement des afférences des récepteurs sensoriels, et donc qui provoquerait cette sidération. Donc souvent, les immobilisations longues, par exemple, vont aboutir à ce type de phénomène. Et ça, on le rencontre assez régulièrement. Les conséquences qu'on va pouvoir observer justement de la mise en place de ces inhibitions sont les signes qu'on observe en cabinet régulièrement, finalement, donc les atrophies, donc les pertes de schéma proprioceptif. On a les gènes dans la stabilité de l'articulation et dans sa fonction. Donc là, ça sera souvent un déficit de ressenti, par exemple, une perte de précision dans l'intensité de la contraction, en fait, qui va générer des instabilités, comme le retard, par exemple, d'activation des fibulaires dont je parlais précédemment. Ensuite, on a des retardements de la rééducation en gênant le renforcement musculaire. Donc là, c'est simplement que souvent au cabinet, on peut rencontrer ces situations dans lesquelles où on observe un retard de recrutement musculaire, c'est-à-dire qu'on est à un stade où on devrait être à tel niveau de recrutement et finalement on voit qu'on plafonne. Et souvent, ça peut être lié justement à la présence d'une inhibition sur l'aspect justement qualité de la contraction. On peut avoir une perturbation du schéma moteur de contraction. Donc là, c'est plutôt justement cet aspect modification au niveau cortical du schéma de contraction. C'est ce dont parlait Pascal précédemment en parlant justement des problèmes d'origine centrale en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces schémas, ces modifications et ces compensations vont s'installer et vont faire office de schéma de référence au niveau cortical. Et enfin, on aura la douleur, mais la douleur qui sera généralement provoquée c'est des douleurs secondaires, si vous voulez, à des schémas d'adaptation et de compensation qui vont provoquer plus de contraintes sur un compartiment ou un autre de la cheville, par exemple, et provoquer des douleurs. Voilà. Donc c'est souvent aussi des choses qu'on va pouvoir remarquer, c'est-à-dire l'inhibition, on va pouvoir remarquer quelque chose est de cet ordre-là parce qu'on peut avoir des récurrences de pathologies, par exemple des tendinopathies ou des je sais pas, des lombalgies chroniques par exemple ou des gonalgies, des choses comme ça qui sont un petit peu inhabituelles.
Donc, on a deux visions, on a deux visions un petit peu de ces inhibitions motrices. Donc, on a une vision distale, finalement, qui est plutôt loco-régionale et qui est liée à une baisse de l'activation des récepteurs sensoriels. Par exemple, si vous voulez, si par exemple au niveau du genou, on a un épanchement ou une hémarthrose ou une inflammation, ça va justement modifier les afférences qui vont monter justement jusqu'au cerveau, on va le voir plus tard. Et ces modifications vont générer des inhibitions motrices, donc ponctuellement sur justement ces phénomènes d'inflammation ou d'épanchement. Ensuite, on a une vision plutôt proximale et qui là nous parle plutôt justement des schémas moteurs et des patterns moteurs qui vont être modifiés au niveau des zones corticales et des structures cérébrales impliquées dans la gestion justement de ces informations. Donc on aura des schémas qui vont perdurer et qui vont être plus difficiles à déconstruire justement dans la prise en charge rééducative. Donc justement, pour mieux comprendre les structures cérébrales concernées par la gestion de ces informations et donc de la commande motrice. Donc on voit sur ce schéma, en bas à gauche, les afférences extéroceptives et les afférences proprioceptives qui sont toutes les deux traitées par le cortex pariétal. Simplement, les afférences proprioceptives vont faire un relais dans le thalamus avant de se projeter sur les aires pariétales. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'on a, si vous voulez, c'est que dans une première partie, on a une intégration des stimuli sensoriels, donc par le cortex pariétal. Alors, ensuite, on a une définition des stratégies motrices. Donc ça, c'est plutôt le cortex préfrontal et le cortex frontal qui vont ébaucher le mouvement et proposer des intentions de mouvement. Et en fait, ce qui est intéressant finalement dans ce schéma, c'est que on voit que une fois cette première partie, cette première étape passée, on a une intégration de tout ça et surtout une filtration de ces informations et de cette ébauche de mouvement par les noyaux gris centraux et notamment les ganglions de la base et le thalamus, avant de projeter sur les aires motrices, les aires comotrices, du coup, les informations et donc de provoquer le mouvement. Donc, c'est-à-dire que les ganglions de la base et le thalamus, finalement, sont des filtres et ont un rôle dans l'intégration et l'autorisation ou l'inhibition d'une commande motrice. Donc, ça va être intéressant, justement, dans le cas d'inhibition, finalement, centrale, de se rendre compte que c'est ces aires-là qui vont être concernées. Donc, exemple de prise en charge de l'instabilité de cheville. Donc finalement, en prenant connaissance de tous ces éléments, c'est-à-dire la première partie exposée par Pascal, et justement cette notion dite de présence d'inhibition motrice dans la prise en charge des instabilités, on a fait une étude avec Pascal sur justement la prise en charge de ces instabilités. Et on s'est dit que le dispositif Myolux, du coup, dont Pascal a pu vous présenter l'efficacité tout à l'heure, couplé à justement le procédé de reprogrammation neuromotrice que moi j'utilise avec Aliane, on voulait essayer d'évaluer la pertinence de l'utilisation des deux. C'est-à-dire que finalement, le dispositif Myolux lui permet un bilan au niveau de la cheville, un bilan très précis et permet d'objectiver justement si une instabilité est d'origine fonctionnelle, ensuite si les déficits sont plutôt proprioceptifs ou musculaires, et enfin de catégoriser le secteur si c'est périphérique ou central. Et donc, dans l'étude qu'on a menée ensemble, on a utilisé le dispositif Myolux dans la phase de bilan et on a utilisé le dispositif Aliane dans la phase de traitement. Et donc, le dispositif Aliane, c'est un dispositif de reprogrammation neuromotrice spécifique. Donc, la reprogrammation neuromotrice, finalement, c'est toute méthode permettant de travailler sur la relation entre le cerveau et les effecteurs moteurs. Donc, finalement, la kinésithérapie classique, c'est une méthode de reprogrammation. Simplement, la spécificité de la méthode Aliane, c'est que c'est un procédé qui va utiliser trois choses, la proprioception, les sons de basse fréquence et l'imagerie mentale. Et ça va nous permettre justement de modifier, corriger ou acquérir un automatisme moteur de manière relativement rapide et durable. Et donc de pouvoir intervenir sur la jeunesse des stratégies d'action motrice, c'est-à-dire justement la jeunesse, c'est-à-dire au niveau cortical, quoi.
Donc, le fameux trépied sur lequel repose la méthode. Donc, la proprioception, c'est vraiment toutes les sensations associées à l'exécution d'un geste ou d'une contraction. On peut être très précis sur ces sensations proprioceptives ou plutôt générales sur un mouvement global. Ensuite, on travaille avec de l'imagerie. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander aux patients d'imaginer des gestes et de s'imprégner des sensations associées. Et l'imagerie mentale qui a prouvé effectivement justement son efficacité par le biais de pas mal de publications, et notamment celle-ci qui vous montre en bleu ciel les zones corticales activées quand on imagine un mouvement. La ligne du dessous, on a en violet les zones corticales activées quand on fait un mouvement. Et la dernière ligne tout en bas, on a en bleu les zones qui sont les zones équivalentes entre justement l'imagerie mentale et le mouvement. Et on peut constater qu'on a une grande correspondance de ces zones corticales activées de l'ordre de 70%. On a également d'autres études, comme celles qui sont exposées ici, qui nous permettent de mieux comprendre les bénéfices de l'imagerie, et notamment sur l'aspect performance, sur l'aspect rééducation, limitation de perte de force. Il y a pas mal d'études dans ce sens qui vont nous permettre de bien cerner finalement les bienfaits que peuvent apporter l'imagerie. Donc on utilise donc la proprioception, l'imagerie, et ensuite on utilise des sons de basse fréquence qui sont générés par une alpha box que vous voyez ici. Donc on utilise des sons, si vous voulez, qui sont des sons pulsés et associés, qui sont de différentes fréquences et qui sont projetés dans le casque de manière cyclique et séquencée. Et ces sons vont permettre la modulation de l'activité cérébrale en augmentant la production d'ondes alpha dans le cerveau. Et ces ondes alpha ont une particularité, c'est-à-dire que le thalamus va être le principal propagateur justement de ces ondes alpha. Donc, au vu de ce qu'on a pu voir justement sur la hiérarchisation de la commande motrice et les zones concernées par la gestion justement de toutes ces informations, on a pu voir justement que les noyaux gris centraux avaient une grande importance dans l'inhibition ou l'autorisation de ces mouvements, de ces patterns moteurs. Et donc, les sons de basse fréquence vont nous aider finalement à optimiser la prise en charge du patient, c'est-à-dire optimiser la création d'images mentales, optimiser le ressenti lors de l'exécution d'un geste ou d'un mouvement ou d'une contraction particulière. Donc, en utilisant donc, cette méthode Aliane et le dispositif Myolux, on a pu faire passer des patients. Alors, l'étude qu'on a pu faire, justement, comme je vous l'ai expliqué, dans un premier temps, on fait une anamnèse, donc on prend les informations du patient, les antécédents traumatiques également, qui vont être importants, notamment sur potentiellement des inhibitions qui pourraient être présentes sur des traumatismes anciens et autres que la cheville. Donc, on bilante avec Myolux, donc c'est le Myolux Evolution, donc qui est un chausson, donc celui que vous avez vu sur les diapositives précédentes, et associé à un feedback sur une tablette où on va pouvoir justement choisir des programmes et bilanter de manière très précise la cheville. Une fois qu'on a fait ce bilan, si on est par exemple sur un problème de proprioception, on va choisir le programme proprioception sur Myolux et on va nous travailler en imagerie sur le geste et donc les mauvaises sensations finalement sur le bilan, le pied dans le chausson. On va lui demander d'imaginer et de construire une image finalement des sensations qu'il va percevoir quand il est dans ce fameux pic d'inversion en charge au niveau du chausson. Et il va créer une image de ces mauvaises sensations. Et une fois qu'il a fait ça, il fait la même chose de l'autre côté, au niveau de la cheville saine, et du coup, il va créer une image motrice positive des sensations associées justement à ce varus provoqué par le chausson. Donc, et du coup, on demande aux patients de transférer, après il y a toute une méthodologie au niveau de cette méthode de reprogrammation qui va nous permettre de transférer les sensations du côté sain vers le côté pathologique. Et on objective du coup les résultats en fin de reprogrammation sur ce chausson Myolux pour voir si justement à l'aide du biofeedback, on a de meilleurs résultats sur le testing de cette cheville. Et donc du coup, alors là, c'est pas à jour, mais on a pu, avec Pascal, faire passer des patients. Alors là, on doit être à 20 patients, mais sur les 5 premiers patients qu'on a pu tester, en tout cas, on n'a pas actualisé cette diapo-là.
Mais sur déjà les débuts qu'on avait pu observer, on avait de très bons résultats, et notamment sur les deux critères d'évaluation qu'on a choisis, qui étaient le side-up test. Donc on faisait une prise de test avant, une prise de score avant la reprogrammation neuromotrice et après. Et du coup, on avait une amélioration de 5,4 répétitions sur le side-up test, soit 34%. Et ils amélioraient également leur score sur l'EVA qu'on avait choisi également, l'échelle visuelle analogique de douleur, qui était en baisse globalement de 2,2 points, soit une amélioration de 52% sur l'ensemble des patients. Sur les 5 premiers patients qu'on avait, on a noté quand même que 2 patients sur 5 n'ont pas eu d'amélioration de ce score de douleur. En revanche, quand on faisait repasser les patients sur le side-up test, même 10 jours ou plus après la séance qu'on avait faite, on constatait une augmentation de l'amélioration du score sur le side-up test. Voilà. Est-ce que Pascal, peut-être tu voudrais rajouter quelque chose? L'essentiel a été indiqué. Effectivement, c'est intéressant de pouvoir analyser de façon très fine le comportement et contrôle moteur de la cheville, et ensuite pouvoir identifier très rapidement quelles sont les compensations qui se sont mises en place. Et ce qui est étonnant, pour l'avoir vu et expérimenté, c'est la capacité à pouvoir, en travaillant selon cette association, à pouvoir franchir un cap très rapidement sur des schémas moteurs qui se sont instaurés et qui parfois se pérennisent et perturbent fortement le patient et les cabinets de physiothérapie, parce que on passe beaucoup de temps sur la volonté de pouvoir effacer ces comportements qui sont des comportements qui ne sont pas les plus physiologiques, alors que là, en 1 ou 2 séances, on arrive assez rapidement à passer le cap et à évoluer vers une nouvelle phase et un nouvel élan. Complètement. Ouais, c'est vrai que, et puis du coup, les résultats qu'on a et qui sont pas donnés sur cette diapo confortent un petit peu les premières données qu'on a pu avoir, quoi. Très bien. Alors, du coup, donc c'est terminé pour ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais pas regarder. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que tu vois des questions, toi, Pascal? Non, moi, j'ai pas accès aux questions. Je ne sais pas si Hortense. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Il y a une première question. Avez-vous évalué la sensation d'instabilité de vos patients, type avec les échelles CAIT, FAAM, FADI? Je sais pas, dans le cadre de l'étude, du coup, j'imagine. Finalement, dans le cadre de l'étude qu'on a faite avec Pascal, l'évaluation de l'instabilité, on l'a faite avec le dispositif Mulux. Après, je les connais pas toutes ces échelles. Pascal, je sais pas si toi les échelles. Oui, elles sont connues, mais nous, la démarche, elle n'est pas dans ce cadre-là. La démarche, c'est d'essayer d'identifier les comportements moteurs qui sont objectivés par des mesures qui sont données, entre autres, par le dispositif Mulux, et ensuite, derrière, de proposer une réponse adaptée avec une reprogrammation neuromotrice. Voilà. C'est-à-dire que pour ce qui est des sensations, je ne sais pas si j'ai bien compris. Pardon. C'est une démarche et c'est une étude en soi. C'est est-ce qu'avec l'association de 2 dispositifs et de 2 méthodes, on arrive à apporter une amélioration, et une amélioration qui est suffisamment significative. Voilà. Très bien. Tac, tac, tac. Du coup, c'était la seule question. Ça rejoint ce que je disais un petit peu en introduction, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de chemins qui sont explorés, il y a beaucoup de techniques qui émergent, il y a beaucoup d'outils qui sont à notre disposition,
et les études sont menées pour savoir laquelle semble la plus prometteuse et laquelle sera retenue secondairement, comme actuellement on mesure l'angulation de la dorsiflexion avec un goniomètre ou avec une distance pied-sol sur lequel il n'y a plus de discussion possible. Voilà, le cheminement il est de ce type-là, donc on vous en fait, on vous fait partager et on vous en informe. Pour l'instant, on n'est pas en position de vous dire c'est la méthode et c'est la démarche universelle. On est bien d'accord. C'est important de le noter. Ben oui, oui. Très bien, je crois qu'il n'y a pas plus de questions. Quel test vous semble le plus approprié afin de mesurer l'instabilité de cheville? J'ai pas compris le début, quel est quoi? Quel test vous semble le plus approprié afin de mesurer l'instabilité de cheville? C'est celui dont tu as parlé dans ta première partie, finalement, c'est le Y balance test avec le dispositif, le chausson Myolux, quoi. Oui, je pense que c'est celui qui va donner une vision la plus globale possible. À partir du moment où on fait le Y balance test avec un focus sur la déstabilisation d'arrière-pied, on sait assez rapidement si on a une problématique au niveau de la cheville ou si c'est quelque chose qui peut être inhérent à une problématique autre, articulaire autre, ou éventuellement sur des comportements que tu peux éventuellement décrire un peu plus en détail, des comportements d'organisation neuromotrice. Maureen, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors oui, j'en ai encore une. Est-ce que la reprogrammation neuromotrice de l'instabilité de la cheville est-elle efficace sur les patients du bas niveau socio-économique avec un fond dépressif bien particulier? Avec un fond dépressif bien particulier, c'est-à-dire qu'il y a une composante émotionnelle ou psychologique, si j'ai bien compris? Je ne sais pas si la personne va répondre. J'attends une potentielle réponse. Pour l'instant, oui, c'est ça. D'accord. Alors, justement, c'est une des conditions qui va faire que potentiellement, ça peut être compliqué. Disons que l'aspect émotionnel, il est important à prendre en compte et que s'il est trop important et que on s'aperçoit que la charge émotionnelle liée au souvenir du traumatisme ou d'une prise en charge, peu importe chirurgicale, etc. Quand on a ça en présence, c'est compliqué. Avec nous, en tout cas, notre outil Alian de passer ça ou de casser un petit peu ça. C'est-à-dire que nous, on s'occupe vraiment à modifier l'organisation, enfin, à redonner de la contraction sur certains muscles, à modifier les patterns moteurs au niveau cortical simplement par l'imagerie et en déconstruisant, si vous voulez, en reconstruisant ces synergies musculaires. Donc finalement, cet aspect émotionnel, on ne traite pas spécifiquement. Et justement, par contre, si on considère qu'il est présent, on va suggérer au patient de pourquoi pas suivre une thérapie qui pourrait l'aider dans ce sens-là et commencer à débloquer ça. Parce qu'on s'est rendu compte finalement, nous en tout cas dans la prise en charge de nos patients, que quand on avait trop d'émotionnel, finalement on avait moins de résultats sur les séances, on avait moins de résultats là-dessus. Donc finalement, quand on s'en aperçoit ou quand assez rapidement dans le début de la séance, on s'aperçoit qu'il y a ça, on va pas forcément aller là-dessus puisque c'est pas notre métier, mais on va essayer de faire prendre conscience au patient que cette dimension-là, elle sera aussi peut-être à garder dans un coin de sa tête parce que ça peut aider aussi à dépasser certains caps au niveau de la motricité aussi. Mais elles sont à prendre en compte évidemment parce que l'émotionnel, finalement, dans le schéma que j'ai repris sur justement les structures cérébrales concernées par la commande motrice, on se rend compte que la gestion des émotions, elle est aussi faite par les noyaux gris centraux et que ces noyaux gris centraux sont essentiels dans la filtration justement de toute cette chaîne de commande et dans l'exécution ou l'inhibition de la commande motrice. Donc finalement, l'émotionnel est vraiment à prendre en compte là-dedans et peut être à l'origine d'inhibition. Mais en tout cas, celles-ci, nous, on les traite pas spécifiquement. Bon. Je sais pas si j'ai été clair.
Nous avons également une autre question. Donc, que pensez-vous du rôle de l'ergothérapie dans la rééducation de la cheville, de manière individuelle ou plurie? Alors, personnellement, je connais pas suffisamment ce domaine pour pouvoir répondre à cette question. Je sais pas si, Pascal, peut-être que tu as plus travaillé avec des ergots que Non, moi. j'ai pas plus d'expérience et je sais absolument pas quelles sont les techniques qui sont utilisées en ergothérapie pour traiter les instabilités ou prévenir des instabilités de la cheville. Ouais, j'imagine que de toute façon, l'objectif, c'est de redonner ou de réinscrire les bons patterns moteurs, justement, les bons réflexes, la bonne gestuelle, les bonnes postures. Donc, je pense que ça va dans le sens finalement du traitement de ce type de pathologie, ou en tout cas, je sais pas si on parlait vraiment spécifiquement des inhibitions ou de la cheville, mais je pense que ça peut jouer effectivement. Après, dans quelle mesure ça joue et avec quelle efficacité, je suis pas assez, je connais pas assez le sujet. Moi, j'ai des notions où, effectivement, après une pathologie neurologique comme un AVC ou comme des problèmes sur les releveurs des orteils ou surtout les fibulaires, eh bien, il est nécessaire d'intervenir en ergothérapie. L'ensemble s'inscrit dans une démarche plutôt globale, mais j'avoue que je ne connais pas les techniques et la façon dont est conduite la prise en charge dans ce cadre-là. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore des questions? Je ne vois pas. Pour l'instant, non. Très bien. Du coup, s'il n'y a pas plus de questions, on va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes, non? Bon. Effectivement, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser par email à l'adresse contact@alian.com et nous, on les transmettra sans problème à vos intervenants de ce soir, David et Pascal. Et si jamais vous souhaitez revoir le webinaire aussi, on vous transmettra le lien du replay dès demain. Donc voilà, on va attendre quelques instants, peut-être voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Je voulais simplement rajouter, normalement, il y a également des documents, entre autres les comptes rendus des réunions de consensus, des conférences de consensus, qui sont également possibles de pouvoir obtenir par votre canal. Tout à fait. Bon, du coup, on peut dire que s'il y a d'autres questions, justement, comme Hortense vous l'a dit, vous pouvez les poser par mail et on y répondra le plus tôt possible. Voilà. En tout cas, bah, écoutez, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre présence et bonne soirée également. Voilà. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir.